Bonjour, je vais vous présenter le cours des principales investigations complémentaires dans le chapitre la sémiologie neuronale. Il faut savoir que ces investigations sont divisées en deux. L'examen pratique courante qui est pratiqué par tous les médecins et les examens spécialisés qui sont pratiqués par les neurologues. On commence par les examens de pratique courante. Un, c'est l'étude du fond d'œil qu'on va le voir dans le cours de l'examen neurologique. 2. La ponction lombaire qui est une investigation d'urgence. Je vous dis que j'ai utilisé le livre, le source officielle de notre cours et encore, j'ai ajouté quelques explications euh, euh, proviennent du net et encore les explications des profs. Tout simplement, la ponction lombaire qui est une investigation d'urgence. Avant de faire une ponction lombaire, il faut faire un scanner ou un fond d'œil. Donc, c'est quoi le but de la ponction lombaire? Tout simplement, c'est prélever le liquide céphalorachidien, qui est le liquide nourricier de la moelle épinière et le cerveau, parce qu'il baigne autour de ces deux structures. Il est riche en oxygène, il est riche en glucose, il est riche euh, en cellules immunitaires. Donc, il faut savoir qu'il est renouvelé 4 fois par jour d'une quantité de 150 millilitres. Voilà. Donc, le but de la ponction lombaire, c'est tout simplement prélever le liquide céphalorachidien euh, par ponction du cul-de-sac dural. Donc, le cul du sac dural, tout simplement, c'est la dure mère qui entoure la moelle épinière. On trouve ce cul-de-sac qui entoure ce liquide, tout simplement. Eh bien, ce prélèvement se fait au niveau du cul-de-sac dural. Donc, en utilisant une aiguille spéciale, elle est munie d'un membrin. Voilà. Les positions, bien la technique qu'on doit euh, la pratiquer, c'est le patient, on demande au patient d'assis sur un tabouret bien au bord du lait et on demande de faire une flexion forcée du tronc, bien sûr, le dos est rond. Donc, le malade en position assise, le tabouret, bord du lit, la flexion forcée et le dos rond. La position couchée, c'est une position de choix. Donc, on demande au patient de rester en décubitus latéral et il rapproche ses membres inférieurs et la tête. Ils vont là les, euh, les, les ramener et les enforcer tout simplement le sujet sera en flexion forcée. Donc, la position couchée, c'est une position de choix, décubitus latéral, la tête et les membres inférieurs en flexion forcée. Il faut savoir que avant de faire toute ponction lombaire, je dois nettoyer avec une compresse stérile et la butadine du centre vers la périphérique, mais d'une façon très large. L'aiguille est introduite entre les épophyses épineuses les apophyses, je m'excuse, épineuses, et plus strictement, plus précisément, c'est l'espèce sous-arachnoïdienne. L'introduction de l'aiguille se fait dans l'espace sous-arachnoïdien. Dans l'espace L4, L5 et L5, S1, c'est la partie de queue de cheval. Tout simplement, pourquoi on n'a pas choisi la partie cervicale ou bien la partie thoracique qui est la partie dorsale? On a choisi la partie sacrée et lombaire, tout simplement parce que la moelle épinière, elle se termine au niveau de L2 et donc on n'aura pas de risque de la toucher. Lorsque la moelle épinière se termine au niveau de L2, elle va faire des prolongements, des racines qui sont comment dirais-je, des racines supplémentaires. Malgré le médecin va faire des lésions au niveau des racines, ça ne va pas provoquer des dégâts, donc euh, ça va vous rassurer. Donc, utilisez l'espace L4, L5, L5S1 et attention d'utiliser la partie cervicale ou bien la partie thoracique de la moelle épinière. Les épineuses, bien sûr, elles sont palpées. Donc, lorsque vous touchez la colonne vertébrale, les épineuses sont palpées, tout simplement, sont faciles à palper. Donc, euh, la première des choses qu'on doit faire, c'est tout simplement déterminer les crêtes iliaques, la partie la plus élevée des crêtes iliaques. Puis, on va faire une ligne horizontale. La ligne horizontale qui est au-dessous
au-dessous de la ligne horizontale la ligne horizontale qui joignent le point le plus élevé des crêtes iliaques. Donc voilà, on détermine les crêtes iliaques, on fait une ligne horizontale, la ponction se fait au-dessous de la ligne horizontale. Voilà. Donc l'aiguille, soit elle est enforcée perpendiculairement, strictement dans le plan médian, ou bien légèrement oblique vers l'extrémité céphalique. Donc, lorsque l'aiguille est introduite, on va traverser la peau, le tissu sous-cutané, et après on ressent une résistance. C'est tout simplement, mm, ne, peut- ne- il fallait pas peur, n'ayez pas peur, voilà. Donc, c'est tout simplement les ligaments interépineux, les ligaments jaunes et encore la dure mère. Il faut enforcer encore l'aiguille et vous allez tout simplement se trouver au niveau de cul-de-sac dural où se trouve la moelle épinière. Puis on va retirer doucement le mandrin et le liquide va s'écouler facilement. Bien, le liquide céphalorachidien va présenter sont des petits gouttes. C'est un aspect de l'eau de roche. On va voir tout ça en détail. Les résultats, ben, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire après l'écoulement de la pression du liquide? Plutôt après l'écoulement du liquide, eh ben, je dois mesurer la pression du liquide par un manomètre de Claude à un tube de Stuckey. Donc en utilisant le manomètre de Claude euh, le tube de Stuckey. Eh ben, tout simplement, la pression euh, moyenne, elle est entre 12 à 15 centimètres d'eau chez le sujet couché et elle augmente sous la compression abdominale. Donc, par exemple, lorsque le sujet est compressé, il y a une compression abdominale. Donc, bien sûr, la pression ou bien la valeur de la pression qui est normalement entre 12 à 15 va augmenter. Donc, c'est tout à fait normal. Et encore, on fait l'épreuve de Kickenstand-Stuckey. Donc, l'épreuve de Kickenstand-Stuckey, ben, tout simplement, c'est un test dynamique. Son but est d'épister l'obstacle à la circulation du liquide. Donc, le but, c'est d'épister un obstacle à la circulation du liquide. Donc, probablement, le liquide ne circule pas dans la moelle épinière correctement, dans le canal rachidien. Voilà. On fait quoi? On fait une compression des veines jugulaires pendant 20 secondes et on note la valeur de la pression 5 minutes, plutôt 5 secondes. Euh, voilà, chez le sujet normal, on aura une augmentation rapide et franche jusqu'à 30 centimètres. Donc la valeur de la pression du liquide va s'augmenter jusqu'à 30 centimètres. Le retour à la normale se fait ou s'effectue après 20 secondes. En cas de la compression médulaire, bien, c'est médulaire tout simplement, donc on aura un problème au niveau de la moelle. Donc la pression ou bien la compression jugulaire, elle ne va pas élever cette pression du liquide. Donc on n'aura pas cette élévation rapide et franche jusqu'à 30 centimètres, mais la valeur du liquide céphalorachidien reste à peu près stable. L'étude du liquide, eh bien, tout simplement, on commence par euh, des, euh, des tests macroscopiques, études chimiques, cytologiques, bactériologiques et encore pathologiques. On commence par l'étude du liquide normal. Donc, macroscopiquement, il faut savoir que le LCR, il est clair, il est limpide. Limpide, ça veut dire il est pur. Et encore, il est l'aspect d'eau de roche. C'est l'eau de source. Donc, tout simplement, c'est de l'eau. L'étude chimique, c'est le taux d'albumine qui se présente au niveau du LCR, c'est entre 0,20 jusqu'à 0,3 grammes par millilitre. Donc on dit c'est une protéinorachie, donc la présence des protéines au niveau du, du liquide, au niveau du canal rachidien. Le taux des gamma-globulines, c'est inférieur à 10%, donc mesuré grâce à la technique d'électrophorèse. La chlorure à peu près 7 jusqu'à 7,5 et encore le glucose 0,5 euh, grammes par litre. Donc c'est une petite astuce donnée par le médecin Rabbi Jazeh. Il en nous dit que le taux de glucose qui se présente au niveau du liquide
doit être la moitié que celui des vins. Donc, par exemple, si la- la glycémie au niveau des vins, lorsqu'on a mesuré à peu près, on dit à peu près 0,85. Donc, c'est bien, il faut trouver la valeur de glucose qui est la moitié dans ce liquide. L'étude bactériologique, on ne trouve pas des germes, donc l'absence des germes. Et là encore, l'étude cytologique, à peu près 1 à 3 éléments par millimètre cube, qui est inférieur à 10 éléments, se fait de lymphocytes. Pour les liquides qui sont dits pathologiques, soit il est hémorragique, soit il est clair, il est louche, il est purulent, il est de couleur jaunâtre. Donc, lorsqu'il est hémorragique, donc le liquide il présente des taches rouges sur le lit du patient, et bien tout simplement, il faut suspecter soit une méningée, soit une hémorragie méningée, donc elle est d'origine des méninges, ou bien une hémorragie cérébro-méningée. Donc, le diagnostic différentiel de cette hémorragie, c'est un accident de ponction. Donc, c'est une blessure provoquée par le médecin. Donc, comment le médecin doit réagir? Ben, tout simplement, il doit faire un petit épreuve. Donc, il apporte 3 tubes. Donc, s'il y a un accident de ponction, et ben, tout simplement, les 3 tubes vont s'éclaircir. Et ben, euh, il présente un degré de la rougeur qui va diminuer avec le temps. Donc, alhamdoulilah, on va dire au patient, assurez-vous, parce que le médecin a fait un petit euh, blessure au niveau des vaisseaux sanguins, c'est c'est bien. Mais contrairement lorsque c'est une hémorragie méningée ou bien cérébro-méningée, on aura une rougeur uniforme. Donc, on aura une rougeur uniforme et encore euh, les 3 tubes seront incoagulables. Donc, ils sont incapables de coaguler. Et cela veut dire un signe tout simplement d'un liquide hémorragique. Les indications, c'est tout simplement soit le syndrome ménager, soit la neuropathie périphérique. Voilà. Mais lorsque le liquide il est clair, il est purulent, il est louche, il est jaunâtre, de couleur jaunâtre, on suspecte directement la valeur sémiologique, c'est les méningites. C'est la méningite, c'est l'inflammation des méninges. Et bien tout simplement, soit elle est de type bactérien, soit elle est de type viral. Euh, Dans les deux cas, on aura un taux d'albumine qui est augmenté. Donc on aura une hyperprotéorachie. Voilà. Et on aura une hypercytose. Une hypercytose, soit elle touche les lymphocytes, soit elle touche les polynucléaires. Eh bien, on va détailler un peu. Donc, lorsque la méningite, elle est d'origine bactérienne, on aura une hyperpolynucléaire. Donc, une hyperpolynucléaire au niveau lorsque c'est une infection ou bien c'est une inflammation provoquée par les bactéries. Mais lorsqu'elle est de type viral, on aura une hyperlymphocytose, une hyperlymphocyte. Donc, c'est avec ces deux paramètres, on aura tout simplement, on peut savoir l'origine de cette méningite. Et lorsqu'on a une méningite de type bactérien, l'aspect du liquide, on a dit, qui est purulent, on aura des paramètres supplémentaires qui vont nous orienter. C'est une hypoglycurachie, cela veut dire une consommation massive du sucre, du glucose au niveau du liquide. Et encore, on aura une hyperprotéorachie. C'est tout simplement c'est à cause de l'inflammation. Euh, voilà. Les indications, c'est la compression médulaire. Donc, on va faire une épreuve de Candestheïdes 2K. C'est tout simplement, on aura une hyperalbinorachie importante, soit un coma neurologique. Donc, le coma, pour différencier euh, de l'hémorragie cérébro-méningée, la première cas, eh bien, tout simplement, on aura des ramouissement cérébral, et bien tout simplement le liquide il est normal, donc il n'est pas hémorragique, mais euh, il est faible, il est mou, il est faible, voilà, le liquide il est faible. Donc ce n'est pas une cérébroméningée, le coma en cas du coma neurologique.
Le contre-indication, on aura un type, un seul contre-indication, c'est l'hypertension intracrânienne. Donc, il faut savoir lorsque la ponction lombaire, lorsque le patient présente une hypertension intracrânienne, la ponction lombaire va entraîner un engagement des amygdales cérébelleuses. Donc, l'engagement des amygdales cérébelleuses au niveau du trou occipital, et bien, tout simplement, cela peut provoquer un un état mortel du patient. Donc, c'est pour ça, avant toute ponction lombaire, on demande un scanner et ou un fond d'œil afin d'éliminer l'hypertension, cette contre-indication, l'hypertension intracrânienne. Voilà. Le signe, bien sûr, qui présente un signe très important, c'est l'œdème papillaire. Bien sûr, lorsque le patient présente un syndrome méningé aigu, ben, tout simplement, cette contre-indication est transgressée. Et ben, la précaution, c'est de demander au patient de faire la ponction en position couchée et en retirant que de peu de liquide. Donc, que peu de liquide. Voilà. Donc, lorsqu'on aura un syndrome méningé aigu, ce n'est pas la peine de faire une hypertension intracrânienne. Ce n'est pas la peine de faire peur de l'hypertension intracrânienne, mais il faut demander au sujet de rester en position couchée, de faire la ponction en position couchée, et encore, euh, on récolte peu de liquide. Voilà. On passe maintenant aux examens radiologiques. Eh bien, la radiographie simple du crâne, euh, elle montre rarement des images pathologiques. Donc la radiographie, c'est une technique très ancienne. Encore, l'électrocéphalogramme, et bien, tout simplement l'EEG, il présente les rythmes alpha dans les 2 tiers postérieurs du scalp. Les rythmes bêta, c'est les régions frontales et rholandiques. Les rythmes θ au niveau de la région temporale. Les anomalies de l'ECG, soit les généralisées, soit les localisées. Lorsqu'elle est généralisée, c'est le cas du coma. Donc on aura des rythmes lents de type delta. On va détailler ça dans le cours des comas. Mhm. Euh, donc lorsqu'elle est de type delta, c'est une coma profonde ou carus. C'est le stade 3 du coma. On va tout détailler ce type dans, euh, dans le cours des comas, tout simplement. Mais j'ai donné des petites informations parce que je ne sais pas, on va détailler, on va faire le cours des comas, mais je vous laisser ça. Donc le stade 3 ou le coma carus, on dit le coma carus ou le coma aréactif, euh, c'est une abolition totale des réflexes, s'accompagne des troubles respiratoires, circulatoires et oculaires, mouvements désordonnés des yeux. Le patient ne réagit pas aux stimulus extérieurs. C'est tout simplement, on va tout voir ça dans, ce n'est pas la peine de lire, ce n'est pas la peine de détailler, on va tout voir ça dans les états de choc, plutôt les comas. Lorsqu'elle est localisée, donc c'est une lésion focale, elle n'est jamais spécifique. Elle n'a pas de d'étiologie spécifique. Donc, il faut confirmer le diagnostic d'épilepsie. Donc, l'épilepsie ou les anomalies caractéristiques de type pointe ou pointe onde. Voilà. Le G présente des pointes ou pointes. Donc, la crise d'épilepsie. Pour les examens spécialisés, on commence par les examens non invasifs. C'est le plus récent, bien, les plus récents plutôt. C'est pour diagnostiquer les néoformations intracrâniennes. Les néoformations, c'est tout simplement des choses qui sont nouvelles, qui sont... Voilà. Les, des choses... Des formations nouvelles. On commence par l'échographie. L'échographie. Donc, on injecte ou bien on consiste à passer un faisceau d'ultrasons à travers la boîte crânienne. Donc, ça va
montrer les lésions expansives hémisphériques. Un déplacement contralatéral, c'est l'écho médian. De l'écho médian, ben, tout simplement, les, les faisceaux d'ultrasons vont passer dans l'espace interhémisphérique. Donc, technique à retenir, c'est l'échographie. Les explorations isotopiques, les gamma-encéphalographie et le transit isotopique. Le gamma-encéphalographie, eh ben, on va injecter un traceur radioactif dans la circulation générale, contrairement au transit isotopique, qu'on va introduire un traceur radioactif dans les espaces ménagers. Dans le premier cas, c'est chez le sujet normal, ne franchit pas la barrière son cerveau, c'est hématome ménagé ou hématome encéphalique. Euh, Contrairement le transit isotopique, puisqu'on va injecter le traceur radioactif au niveau des espaces imagés, eh ben, on va utiliser la voie Lampère ou bien la voie sous-occipitale. Une hyperfixation localisée, et c'est une chose qui est mal, se voit dans l'angiome, la néoformation extraparenchymateuse méningiome et la néoplasique, c'est glioblastome, la glioblastome, ou bien on aura une ischémie. Eh bien, pour le transit isotopique, on va utiliser, et c'est une étude dynamique de la circulation du liquide. Donc, se voit au cours de l'hydrocéphalie. Donc, on aura une extension du liquide, de ce traceur. Pour le TDM, ou bien le tomo densitométrie, c'est le scanner tout simplement. Donc, il travaille ou bien il fonctionne avec un coefficient d'absorption au rayon X. Donc, il fait plusieurs coupes horizontales, et bien tout simplement afin de détecter, bien de diagnostiquer les tumeurs cérébrales. Donc, il faut savoir que le coefficient d'absorption chez un sujet, bien un tissu cérébral normal, il est différent au coefficient d'absorption chez un sujet qui présente des tumeurs cérébrales. Donc, c'est le point de différence en TDA. Mais je pense que les médecins conseille de ne pas faire beaucoup de fois de beaucoup. Faut pas répéter ce type de scanner parce que il est très dangereux, peut provoquer des cancers. Les examens invasifs, on commence par l'encéphalographie gazeuse, donc consistait à injecter de l'air par la voie lombaire, donc afin d'obtenir des images des citernes et des ventricules cérébraux. Donc, les indications sont restreintes. Bon, il est remplacé par l'angiographie, méthode isotypique et les TDA. Ben, tout simplement, il est remplacé par les examens non invasifs. euh, c'est mieux. Ça va donner euh, des résultats fiables. Voilà. L'angiographie cérébrale, c'est l'opacification des vaisseaux cérébraux. Bien, se fait euh, par ponction soit la carotide primitive, soit l'artère humérale. Bien, tout simplement, je vais rechercher une anévrisme, une thrombose, une sténose, une jambe, des artères ou bien des veins. Les indications sont nombreuses, donc elle est supplémentée par les examens invasifs. Et encore, c'est pour les malformations vasculaires, on a parlé de ça, anévrisme, angiome, sténose, thrombose, etc. Les examens de la malle et de la racine, tout simplement, c'est l'examen radiologique du rachis sans préparation, et ben, doit précéder euh, obligatoirement des examens spécialisés. Et ben, tout simplement, permet d'étudier le corps vertébral, les pédoncules, les disques intervertébraux, etc. Pour les procèdes constructifs artificiels, c'est pour utiliser pour les relations entre la malle, la racine et le canal rachidien. On aura plusieurs méthodes. La myélographie lipiodolée, eh bien, on injecte la lipiodole par voie lombaire ou sous-occipitale, donc ce qui marque le transit isotopique. Voilà. Donc l'inconvénient, c'est que le lipiodol persista indéfiniment dans les espaces ménagés. Euh, c'est un inconvénient. Voilà.
Pour la myélographie gazeuse, c'est introduire de l'air dans l'espace sous-arachnoïdien, soit par la voie lombaire ou la voie sous-occipitale, c'est la même chose. Donc il est remplacé par la myélographie lipiodolée. Et bien la dernière technique, c'est la radiculosacographie. La radiculosacographie, c'est l'opacification de cul-de-sac dural et les gains radiculaires. Et bien on utilise l'ammoniac, plutôt l'amipac. L'amipac est injecté par la voie lombaire sur le malade en position assise, donc on demande au patient de rester en position assise. Donc tout simplement pour détecter les néoformations de queue de cheval et encore la hernie discale. Donc j'espère que l'explication était claire. Malgré tout, je suis un simple étudiant comme vous. Et si vous avez d'autres informations, des nouvelles techniques ou bien des astuces données par les médecins ou bien j'ai trompé en quelques informations, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci.